Salut, moi c'est Laura et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de réussir votre premier Serious Game. Alors c'est parti, vous allez découvrir un jeu qui est simple et puissant à mettre en place pour accorder votre équipe sur un élément crucial qui malheureusement passe trop souvent à la trappe et qui occasionne de nombreux désagréments en équipe. Cet élément, c'est la vision partagée. Faire en sorte qu'une équipe partage une vision et se rende compte surtout de l'importance de cette vision partagée. Le jeu que nous allons voir s'appelle donc Perdu dans le désert et cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. La première qui est quelle durée et quel nombre de participants pour ce jeu. Et surtout quand utiliser ce jeu avec quelques arguments. Quelle composition des équipes pour que ce soit optimal. Quel déroulé en 6 phases, donc en tout cas période par période, quelles sont les grandes phases que vous allez devoir dérouler. Et le dernier point qui est le plus important, les principaux enseignements à retirer de l'utilisation de ce jeu. Un jeu sérieux a une vocation pédagogique. Il a une vocation pédagogique pour aider une équipe à se rendre compte de certaines choses dans son quotidien qui ne fonctionnent pas, à donner des apprentissages sur potentiellement de nouvelles méthodologies à acquérir ou faire des prises de conscience. Et ici, la prise de conscience est on doit partager une vision pour être plus efficace, pour pouvoir prendre de meilleures décisions et avoir une meilleure cohésion dans notre équipe. Un beau programme. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via le site www.mesicebreaker.com. Alors c'est parti. Le jeu Perdu dans le désert est une adaptation du jeu de la NASA. Le jeu de la NASA a pour objectif que vous êtes sur une mission lunaire, votre navette vient de s'écraser sur la face lunaire et vous devez rejoindre une base qui est à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et pour ça, vous pouvez emporter 15 objets qui ont été triés par la NASA par ordre d'importance de 1 à 15. Ça, c'est le jeu le plus connu. Mais comme ce jeu est très connu et qu'on commence à le voir régulièrement dans les équipes, je vous propose une déclinaison qui a été réalisée par la Navy et qui est un jeu de survie cette fois-ci dans le désert et non pas sur la face lunaire. Ce qui fait qu'on se projette plus concrètement sur quelque chose que l'on peut vivre. En tout cas, moi je trouve que dans les équipes, ça a une réalité qui est un petit peu plus tangible qu'une mission lunaire. Donc votre équipe vient de s'écraser en avion dans le désert du Sahara et il se trouve que le pilote et le copilote sont malheureusement décédés pendant le crash et avant de se crasher vous avez signalé à peu près où est-ce qu'ils se trouvaient sur leur itinéraire. Vous retrouverez l'ensemble de toutes ces informations à l'issue de cette vidéo où je vous inviterai à télécharger 4 éléments principaux. Le premier élément qui est une carte mentale très synthétisée de l'ensemble des éléments que nous allons voir dans cette vidéo. Ainsi, après avoir vu cette vidéo, j'espère que vous aurez bien mémorisé ce que je vais vous dire, mais vous aurez en tout cas des éléments qui vous permettront de vous remémorer ce que nous nous sommes dit mot pour mot. Le deuxième élément, c'est une carte mentale, mind map, mais cette fois-ci complète. Très détaillée, avec des éléments à imprimer si vous en avez besoin, pour vous permettre vraiment de vous immerger, de mémoriser au maximum. Donc en 1 la synthèse, en 2 le guide complet, en 3 un élément pour vous lorsque vous êtes en animation, l'histoire à raconter, les différents objets, pourquoi est-ce que la Navy à l'issue a décidé ce tri pour que vous puissiez vous-même en parler avec votre équipe, ainsi que les enseignements clés. Et le quatrième et dernier élément à télécharger sera pour les participants une impression par participant et qui reprend l'ensemble des 15 éléments que votre équipe va devoir trier pour survivre dans le désert. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Vous pouvez directement passer à la suite. Quand utiliser ce jeu ? Quand utiliser ce jeu, lorsque vous constatez que les équipes avancent parfois tête baissée dans la réalisation de leur projet sans s'accorder sur quoi que ce soit. Ils avancent, ils sont en mode opérationnel, ils avancent sur des tâches et pas sur un projet ou sur une vision projet. Lorsque les équipes ne prennent pas le temps non plus de se mettre d'accord sur une vision qui est commune avant la réalisation d'une mission. Lorsque vous constatez que les membres d'une équipe ne se parlent pas. Et aussi lorsque vous constatez que les équipes ne s'écoutent pas. Parce que parfois on parle mais on n'est pas entendu. Et parfois malheureusement on n'a pas d'informations alors qu'on les demande. Le nombre de participants et la durée. Alors, quand on forme une équipe en intelligence collective, on a tendance à dire que le chiffre d'or se situe entre 4 et 9. Moi, ce que je constate, c'est que pour ce jeu, on peut y jouer dès 4 joueurs.
En dessous, c'est pas la peine parce qu'il n'y aura pas assez de dynamique d'équipe et ça n'a plus grand intérêt. Vous pouvez toujours tester, moi je trouve que ça marche moins bien. À partir de 4 joueurs, ça fonctionne, sachant que vous qui allez animer le jeu ne serez pas dans l'équipe. Une équipe peut aller jusqu'à 8 membres, pas plus. Et à partir de 8 membres, vous multipliez le nombre d'équipes. Donc minimum 4, maximum 8 par équipe. Si vous avez 3 équipes ou moins, la durée du jeu sera d'à peu près 1 heure. Je dis à peu près parce qu'il faut toujours compter 25% de plus ou de moins sur un jeu. On reste dans de l'humain. Ce sera à vous de déterminer comment est-ce que vous gérez votre timing. Moi, je ne suis pas dans votre entreprise, dans votre dynamique, donc je ne sais pas quelles sont vos contraintes. En tout cas, de manière optimale, ce sera 1 heure, l'installation, le déroulé, le débrief final. Si vous avez plus de 3 équipes, ou dès lors vous avez au moins une équipe qui a 8 personnes, il faudra compter jusqu'à 1h30 de jeu, puisque plus vous avez de membres, plus les débriefs formulés par les participants seront très importants pour que le jeu soit efficace. Quand on fait un jeu sérieux en entreprise, l'objectif final est bien sûr que ce soit utile. On passe du bon temps ensemble, c'est mieux parce que ça permet d'améliorer la mémorisation et l'expérience. Ce qui fait qu'on aura vraiment fait en sorte qu'un jeu fonctionne, c'est derrière ce qui se sera passé. Ensuite, comment compose-t-on les équipes? Vous allez avoir dans une équipe, or votre rôle à vous de facilitateur va être des participants actifs, donc si vous êtes au moins 8 bien sûr, des participants actifs, un animateur du jeu, donc c'est lui qui va donner le temps restant pour l'exercice, encourager l'équipe à avancer dans les conversations, mais il ne donnera pas son avis. Ensuite, vous avez 1 ou 2 observateurs. Cet observateur ou ces observateurs, pas plus de 2, vont être en dehors de l'équipe, ne donneront pas leur avis, ne parleront pas, seront vraiment très discrets. Ils vont observer, ils vont prendre des notes sur les dynamiques de l'équipe, de chaque équipe. Donc c'est-à-dire que si vous avez 3 équipes de 8, vous allez avoir des observateurs par équipe. Donc est-ce que par exemple quelqu'un a pris le lead, la direction du groupe? Est-ce que certains membres se sont effacés? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu des consensus? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Ensuite, votre rôle de facilitateur principal ou d'animateur principal du jeu. Vous n'êtes dans aucune équipe. Vous supervisez globalement que tout se passe bien. La notion de facilitation, le rôle du facilitateur, la posture du facilitateur ne sera pas abordée dans cette vidéo, il fera l'objet de plusieurs autres vidéos, puisque la facilitation est une vraie compétence qui demande du temps et de l'expérience. Pour vous simplifier la vie ici, je vous donne les clés principales de votre rôle. Donc vous n'êtes dans aucune équipe, vous supervisez que tout se passe bien, vous répondez aux questions si vous estimez qu'elles sont utiles. Les questions inutiles vont être du type « Oui, mais est-ce que certains objets de ma liste peuvent être complètement enlevés ?» C'est une question que j'ai eue plusieurs fois, vous pouvez y répondre. Ça ne biaisera absolument pas le résultat du jeu. Et vous donnez le cadre du jeu. Évidemment, vous faites en sorte que tout se passe bien, vous faites en sorte que le jeu soit facile à réaliser pour tous. Le déroulé du jeu se déroulera en 6 phases. La phase 1 va être une phase d'introduction. Vous donnez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec le crash d'avion, vous expliquez, vous mettez un peu d'émotion, un petit peu de contexte pour faire en sorte d'immerger les participants dans le jeu. En phase 2, il va y avoir une première phase individuelle en solitaire où chacun des participants va trier tout seul sur sa fiche de 1 à 15 les éléments trier de 1 à 15 les éléments par ordre de priorité selon lui. Vous faites très attention ici, chacun doit rester extrêmement silencieux, pas de partage, sinon ça risquerait de biaiser les résultats, ce qui serait vraiment dommage, ce n'est pas l'objectif du jeu. Ensuite, une phase plus intéressante qui va être la phase de tri en groupe d'environ 20 minutes. Ici, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'une fois que les participants commencent à discuter, ils partent bien en tête. Ils sont en mode réalisation du tri, on trie qui a mis quoi en 1, qui a mis quoi en 15. Enfin voilà, on se retrouve à pas partager de vision et c'est ça qui est assez fort, c'est que ils ne cherchent pas à se mettre d'accord. Je l'ai encore jamais vu. Je sais que ça arrive parfois à certaines de mes connaissances, mais moi ça ne m'est jamais arrivé. Les gens partent toujours bien en tête. En phase 4, vous avez 5 minutes pour compter les points individuels et collectifs à reporter sur la feuille que chacun aura. Donc sur la fiche, vous avez une liste avec les objets, dans le désordre, une colonne avec la répartition de 1 à 15 individuelle, puis la répartition de 1 à 15 du collectif. Et il va y avoir une colonne où vous mettez un écart entre
ce qui a été fait entre ce que moi j'ai fait individuellement et le résultat final que le facilitateur va donner à cette étape-là finale, et la différence entre les résultats du groupe et le résultat donné par la Navy. Donc c'est une information à donner en valeur absolue. De manière très simple, si quelqu'un a mis en individuel un élément en position 1, alors que selon la Navy c'était en position 15, il y a 15 points d'écart. Tout simplement. Et plus l'écart est important, plus l'équipe a des résultats qui sont mauvais. Sachant qu'une équipe parfaite aurait 0, la réalité c'est que les équipes n'ont jamais 0, elles se rapprochent plus des 50, 60 ou 70 points d'écart. Donc c'est tout à fait normal. Ce qui est intéressant, c'est quand même de demander à l'intérieur des groupes que ceux qui ont un score individuel plus élevé que leur score du groupe lèvent la main. Tout l'enjeu en fait pour le facilitateur principal sera d'amener les joueurs en fait à analyser pourquoi le groupe a été plus efficace que les individus ou l'inverse. Là, l'objectif, une fois qu'on va passer en phase de débrief, ça va vraiment être de faire parler l'équipe, que ce soit elle qui détermine ses enseignements et pas seulement vous, facilitateur, qui connaissez les enseignements du jeu. On passe ensuite en phase 5, qui va être effectivement la phase de débrief. Si on n'a pas beaucoup de temps, il faut prendre au moins 10 minutes de débrief, sachant qu'on peut très facilement débriefer pendant au moins une demi-heure, si ce n'est plus, en fonction du nombre de participants. Le facilitateur peut successivement, et c'est votre rôle, demander à tous les participants de noter leur feedback sur un tableau qui est visible par tous, selon 3 questions. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le jeu ? Du stress, de la peur, de la déception. On veut du sentiment, qu'on exprime ce qui s'est passé. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'action ? On ne s'est pas mis d'accord, on ne s'écoutait pas, ou bien on s'est beaucoup écouté, peu importe, des actions qui sont positives ou négatives. Et la troisième question qui est qu'auriez-vous fait différemment ? Par exemple, nous nous serions mis d'accord, nous aurions passé plus de temps à laisser chacun prendre la parole. Voilà, ça c'est des choses que j'ai déjà entendues. Une fois que les membres des équipes ont donné leur ressenti, vous pouvez vous-même donner les enseignements principaux qui ne seraient pas encore ressortis. Puisque l'objectif, avant que vous, facilitateur principal, donniez les enseignements, c'est de faire en sorte qu'au maximum les équipes découvrent par elles-mêmes ce qu'elles auraient pu faire mieux ou différemment ou optimiser. Ce qu'on constate, et heureusement, c'est d'où l'efficacité de ce jeu, c'est que les participants constatent par eux-mêmes qu'ils ont manqué de vision. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils se disent, ah mais la réalité c'est que oui, on n'avait que 2 choix qui étaient soit on bouge pour essayer de rejoindre un terrain où on pense qu'il y a de la vie, sans qu'on soit vraiment sûr de la direction à prendre, puisqu'on est perdu dans le désert, soit ne pas bouger de notre position. Il n'y a que 2 visions des choses pour survivre dans le désert et dans une condition de survie, soit on bouge, soit on reste où on est. La dernière phase, qui est la phase 6, c'est uniquement si vous avez des équipes avec un nombre conséquent de participants, puisqu'il y aura au moins un observateur par équipe. C'est qu'à ce moment-là, plutôt avant que vous donniez les principaux enseignements, c'est que les observateurs disent ce que eux ont vu. Ça, c'est vraiment très important. Qu'est-ce que vous avez vu comme élément important à creuser ? Le dernier élément de cette vidéo va correspondre aux principaux enseignements. Je vous en ai déjà donné pas mal au fur et à mesure pour vous donner du contexte et permettre de vous aider à mieux mémoriser les différentes informations. Mais les enseignements sont vraiment à donner à la fin. Vous ne dites rien jusqu'à la fin. Il faut vraiment encourager votre équipe à tout dire. Pour les experts de la survie, donc il y a 2 visions qui sont valables. Soit on reste sur place en attendant les secours, la priorité est donc donnée au signalement de la position, ça c'est la première vision de la Navy. Soit on bouge pour rejoindre une zone qui est civilisée. Dans ce cas, on donne la priorité à la mobilité et à l'orientation. Ce sont 2 visions qui sont totalement différentes, qui ont le même objectif, c'est-à-dire la survie, mais une équipe doit se mettre d'accord, c'est l'objectif. Quand on constate que les équipes ne partagent pas la même vision, ben voilà, vous pourrez à nouveau appuyer sur ce point. Il est très rare que les membres d'une équipe se mettent d'accord sur une vision commune de l'objectif à un terme. Globalement et heureusement, les résultats collectifs sont plus élevés que les scores individuels. Ça, c'est toujours un beau résultat. En groupe, nous pouvons faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Vous avez peut-être déjà entendu ça, qui est de dire 1 plus 1 égale 3, tout simplement parce que nous sommes plus que la somme de nos cerveaux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un cerveau plus un cerveau égale un deuxième cerveau, c'est un cerveau plus un cerveau égale une intelligence qui va au-delà de la somme de nos compétences. C'est ça l'intelligence collective.
Une fois que les membres d'une équipe, marketing, ingénierie, communication, clients, sponsors, peu importe les univers, partagent la même vision, le processus de décision est simplifié et plus efficace. Pour vous donner un exemple, à l'origine de Facebook, peu importe, là on ne discute pas l'intérêt de Facebook, mais dans le processus décisionnel de Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, ce qui a été intéressant, c'est qu'au début, il ne suivait, il n'avait pour ambition que de travailler sur un seul élément. Ce seul élément, c'était de faire grossir sa base d'utilisateurs. Peu importe si quelqu'un apportait une idée qui ne permettait pas immédiatement de faire grossir la base de ses inscrits sur son site, il n'en avait rien à faire de cette idée-là. Sa vision, c'était faisons grossir la base de nos inscrits. Peu importe, l'objectif immédiat c'est ça, toutes nos actions doivent permettre immédiatement de faire ça. Ça permet de partager une vision pour l'ensemble de l'équipe. Un autre principal enseignement qui est le manque d'écoute nuit gravement à l'efficacité, parce qu'il arrive souvent que certains profils prennent le lead, la direction dans une équipe, parce qu'ils ont un fort caractère ou par position hiérarchique. Le point négatif, c'est que chacun ne peut pas s'exprimer et on perd cette notion de force collective. Avoir un leader dans un groupe, c'est aussi une bonne chose. C'est pas une raison pour penser que sa vision des choses est forcément la bonne. Donc même si c'est bien d'avoir un leader qui peut parfois encourager à produire, c'est pas forcément une vision qui est unique. Le bon leader, par contre, fera en sorte de donner du dynamisme, de la place à tous les participants. Et pareillement, c'est pas parce qu'on est timide et introverti qu'on n'a rien à partager au groupe. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit vraiment dans la réflexion mais qui dise la bonne chose en bon moment, mais on doit donner la place à cette personne qui parle peu. Dans un contexte d'agilité, donc d'un groupe qui fonctionne de manière souple, pérenne et efficace, le rôle du Scrum Master, si vous êtes agiliste, c'est de garder la vision d'ensemble de l'équipe et s'assurer de la bonne participation de chacun, si vous êtes Scrum Master. Personnellement, je ne suis pas Scrum Master. J'ai déjà entendu beaucoup de Scrum Master parler de ça, donc je vous le transmets en espérant que ça puisse vous aider. Un dernier point qui est attention au biais social. C'est-à-dire, lorsqu'un groupe vote pour la décision majoritaire ou se repose sur un leader, la décision finale est rarement la bonne. Tout simplement parce qu'au lieu que chacun qui a des avis divergents ait la possibilité de s'exprimer et d'arriver à une idée qui est convenable pour tous, on arrive à un consensus qui ne satisfait potentiellement personne. Ce qui est important justement dans un groupe, c'est d'écouter les avis qui sont ce qu'on appelle divergents, qui vont à contre-courant pour arriver à une solution qui sera correcte pour tous. Ça, c'est important pour avoir l'implication des équipes. Les équipes doivent être impliqués à l'intérieur du processus. Le consensus, vraiment éviter au maximum de l'avoir. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, je vous le souhaite, surtout que vous en tirerez de beaux enseignements et que votre équipe sera satisfaite de ce qui s'est passé. Je vous invite à télécharger l'ensemble des 4 documents dont je vous ai parlé. La carte mentale synthétique, la carte mentale complète, le déroulé du jeu complet avec l'ordre de la Navy que vous allez pouvoir donner à la fin, et le document à imprimer pour vos participants. Je vous souhaite un bon jeu et je vous souhaite surtout de réussir votre premier Serious Game. Faites-moi vos retours, j'ai hâte de les entendre, je suis sûre que ça va bien se passer. Le principal, n'oubliez pas, c'est de se lancer. C'est comme ça qu'on arrive à des très 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 beaux résultats. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.